Ma famille m'a forcé à garder leurs enfants chaque Noël pendant qu'ils fêtaient et s'amusaient, mais l'année dernière, j'ai dit que j'en avais assez. Ma méchante grande sœur a proposé de me punir en refusant de payer mes études, alors j'ai refusé de les contacter. Je m'appelle Ruby et je suis venue au monde apparemment après coup, 12 ans après ma sœur aînée, Sarah, et 10 ans après Emma. Au moment où je formais mes premiers souvenirs cohérents, elles étaient déjà adolescentes, plus intéressées par les garçons et le maquillage que par jouer avec leur petite sœur. Notre maison, dans la banlieue du Minnesota, était toujours remplie des échos de la fierté de mes parents pour leurs filles aînées. Sarah a de nouveau eu d'excellentes notes. Elles étaient brillantes au dîner. Emma a fait partie de l'équipe de Pom Pom Girls, annonçait-il à tous ceux qui voulaient bien les écouter. Je restais assise là, poussant des petits pois dans mon assiette, me sentant comme une ombre dans ma propre maison. Je me souviens du jour où Sarah a ramené son premier petit ami à la maison, à 16 ans. J'avais seulement 4 ans. Je jetai un coup d'œil à travers la rampe d'escalier alors que ce grand garçon aux cheveux hérissés serrait nerveusement la main de notre père. Emma n'était pas loin derrière, commençant à sortir avec des garçons à 15 ans. Elles étaient toutes les deux si belles, si confiantes, si, tout ce que je n'étais pas encore. Ruby, finis tes devoirs, disait maman en me regardant à peine, tout en aidant Sarah à choisir des robes de bal ou en discutant des candidatures à l'université avec Emma. J'ai appris très tôt à être autonome, à faire mes propres trucs pour ne pas avoir besoin de l'attention qui semblait en permanence concentrée sur les réussites de mes sœurs. As-tu entendu? Maman a fait irruption dans la cuisine un matin, quand j'avais 7 ans. Sarah a été acceptée à Northwestern. La nouvelle a été suivie de crêpes de célébration, pendant que j'étais assise à ma place habituelle, invisible comme toujours. Emma est partie à l'université 2 ans plus tard et, soudain, je me suis retrouvée seule dans une maison qui semblait à la fois trop vide et trop pleine de leur présence persistante. Leurs chambres sont devenues des sanctuaires de leur vie passée, trophées, photos et souvenirs préservés exactement comme elles les avaient laissés. Pendant ce temps, je me suis taillé mon propre espace, appris à trouver du réconfort dans la solitude, et j'ai essayé de ne pas me soucier du fait que chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre à mes incroyables sœurs aînées. Le vrai tournant est arrivé quand j'avais 15 ans. Sarah, maintenant mariée et vivant à l'autre bout de la ville, a donné naissance à son premier enfant, un garçon nommé Tyler. Je me souviens encore du jour où elle l'a ramené de l'hôpital. Tout le monde criait et pleurait. Mes parents flottaient pratiquement de joie à l'idée de devenir grands-parents. « Tu seras une tante merveilleuse », dit maman en me serrant l'épaule. Avec le recul, j'ai réalisé que c'était le moment où tout a commencé à changer, même si je ne pouvais pas le savoir. Au début, j'étais vraiment excité d'être une tante. Tyler était adorable, et j'adorais lui faire des grimaces pendant que Sarah et maman discutaient autour d'un café. Mais cette dynamique a changé plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Cela a commencé par ce qui semblait être une demande innocente, un samedi matin. « Ruby, pourrais-tu surveiller Tyler pendant quelques heures? J'ai vraiment besoin de faire du shopping », a demandé Sarah en mettant déjà son sac à main sur son épaule. Avant même que je puisse répondre, elle avait placé Tyler dans mes bras et se dirigeait vers la porte. « Merci, ma sœur, tu es la meilleure. » C'est devenu la nouvelle norme. Chaque week-end, Sarah se présentait chez nos parents, me remettait Tyler et disparaissait pendant des heures. Parfois, c'était pour faire du shopping. D'autres fois, c'était pour déjeuner avec des amis ou passer une journée au spa, toujours sous prétexte d'avoir besoin d'une pause dans la maternité. Ce n'est pas juste, me suis-je plainte à maman un jour, après que Sarah soit partie pendant 5 heures. J'avais prévu de retrouver Jenny au centre commercial aujourd'hui. Maman a à peine levé les yeux de son magazine. La famille est de la famille, Ruby. Ta sœur a besoin de ce temps pour elle. Tu comprendras quand tu seras mère. J'avais 16 ans quand Emma a annoncé qu'elle était enceinte. C'est une fille, a-t-elle crié au dîner de famille. Pendant que tout le monde fêtait, j'ai senti un nœud se former dans mon estomac. Bien sûr, quand la petite Sophie est arrivée, l'histoire s'est répétée, avec une vengeance. Maintenant, mes week-ends étaient un cirque, gérer un Tyler de 3 ans et un bébé Sophie. Essayer d'aider un bambin à construire des tours de blocs tout en calmant un bébé qui pleure. Ce n'est pas aussi amusant que ça en a l'air. Et les devoirs? Oublie ça, jusqu'à ce qu'ils fassent tous les deux la sieste. S'ils faisaient la sieste en même temps. Jason m'a demandé d'aller au cinéma ce soir, ai-je dit à papa un samedi, tout en faisant rebondir Sophie sur ma hanche et en regardant Tyler colorier sur notre table basse au lieu de son livre de coloriage. Eh bien, tu aurais dû y penser avant d'accepter de garder les enfants, a-t-il répondu. Je n'ai jamais été d'accord. Personne ne me demande jamais. La frustration dans ma voix a fait pleurer Sophie. Baisse la voix, tu contraries le bébé, a grondé maman depuis la cuisine. Et arrête d'être égoïste. Tes sœurs ont besoin de ce soutien.
J'ai commencé à passer mon temps libre à la bibliothèque de l'école à faire des recherches sur les collèges, mais pas n'importe quel collège. Des collèges loin de chez moi. Je me suis jeté dans mes études, sachant que de bonnes notes étaient mon ticket de sortie. Chaque A sur mon bulletin était un pas de plus vers la liberté. Quand ma lettre d'acceptation de Berkeley est arrivée, incluant une bourse partielle, j'ai senti que je pouvais enfin respirer. Mais ma famille avait d'autres plans. Le Community College ici a un excellent programme de commerce, a suggéré Sarah pendant ce qu'ils ont appelé un « conseil de famille », mais que j'ai appelé une intervention. Tu pourrais vivre à la maison, économiser de l'argent et aider avec les enfants, a ajouté Emma joyeusement, comme si c'était un argument de vente. J'ai regardé autour du salon, leurs visages pleins d'attente, maman, papa, Sarah, Emma et grand-mère Rose, qui étaient restées inhabituellement silencieuses tout au long de la discussion. Puis, la voix de grand-mère Rose a coupé la tension comme un couteau. Je pense que Berkeley est parfait pour Ruby. Tout le monde s'est tourné vers elle. Ce programme est exactement ce dont elle a besoin pour sa future carrière. Et le fonds d'éducation de ton grand-père aidera à couvrir ce que la bourse ne fait pas. J'aurais pu la serrer dans mes bras à ce moment précis. Le conseil de famille s'est terminé avec mes parents et mes sœurs me lançant des regards déçus. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir voir mon avenir clairement, et il n'impliquait pas d'être la babysitter gratuite de tout le monde. La vie universitaire était tout ce dont je rêvais, et plus encore. Ma chambre d'étudiant est devenue mon sanctuaire. Mes camarades de classe sont devenus de vrais amis et, pour la première fois depuis des années, mes week-ends étaient les miens. Pas de bébé qui pleure. Pas de bambins aux doigts collants. Juste moi et mes choix. Mais on ne peut pas complètement échapper aux obligations familiales, surtout pendant les vacances. J'ai essayé de rendre visite le moins possible, mais Thanksgiving et Noël étaient non négociables. Maman appelait des semaines à l'avance, sa voix pleine d'attente. Tout le monde demande de tes nouvelles, Ruby. Les enfants s'ennuient de leur tante. Les premières vacances de Noël après avoir commencé l'université, je suis entré dans le chaos absolu. Sarah avait maintenant 2 garçons, Tyler et son nouveau petit frère, Luke. Emma avait ajouté un garçon, Max, à sa famille, aux côtés de Sophie. Mais ce n'était même pas la moitié. Ruby. Tante Janet a appelé au moment où j'ai franchi la porte, dirigeant immédiatement ses jumeaux de 5 ans vers moi. Les enfants ont demandé de tes nouvelles. Non, ils ne l'avaient pas fait. Je pensais qu'ils savaient à peine qui j'étais. Mais avant que je puisse protester, la fille de 7 ans de ma cousine Rachel s'est attachée à ma jambe, suivie de près par les enfants de mon cousin Mike, un fils de 9 ans et une fille de 6 ans. Ruby, chérie, a appelé maman depuis la cuisine, à peine visible derrière une montagne de vaisselle. Pourquoi n'emmènes-tu pas les enfants à l'étage, dans ta chambre? J'apporterai des collations plus tard. Et juste comme ça, j'ai rassemblé 8 enfants dans les escaliers, me sentant plus comme un chien de berger qu'un être humain. Mon ancienne chambre est devenue une zone de guerre, des jouets partout. Du jus renversé sur mon couvre-lit d'enfance. Des marques de crayon apparaissant mystérieusement sur les murs. Les heures ont passé. Mon estomac a grogné tandis que de délicieuses odeurs montaient du rez-de-chaussée, où les adultes profitaient de leur paisible repas de fête. Quand maman est finalement apparue avec une assiette de collations adaptée aux enfants, elle a à peine établi un contact visuel. Au moment où j'ai réussi à me faufiler en bas, à 20h, après avoir coordonné avec divers parents pour récupérer leurs enfants épuisés, la salle à manger était vide, à l'exception de la vaisselle sale et des plats de service entamés. « Oh, Ruby » a dit Emma, déjà en train de mettre son manteau. « Max était un ange pour toi, n'est-ce pas? Nous avons une course, il est passé l'heure de son coucher. » Sarah a emboîté le pas, rassemblant ses garçons tout en discutant avec maman des plans du nouvel an. Tante Janet aidait ses jumeaux à enfiler leurs bottes de neige, tandis que mes cousins Rachel et Mike portaient leurs enfants endormis jusqu'à leur voiture. Pas un seul merci. Personne ne m'a demandé si j'avais mangé. Pas même un regard en arrière alors qu'ils sortaient tous, me laissant debout dans les décombres du dîner de Noël. Ruby, sois un cerf et aide-moi à faire la vaisselle, a appelé maman depuis la cuisine, comme si je ne venais pas de passer la journée entière à lui rendre un immense service. J'ai regardé la montagne d'assiettes et de plats sales, preuve d'un repas de fête que je n'avais jamais pu apprécier. Le message de maman est arrivé pendant la semaine des examens, juste au moment où je finissais mon dernier devoir du semestre. Mon téléphone a vibré avec sa mise à jour habituelle d'avant les vacances, mais celle-ci m'a glacé le sang. Sarah et Emma viennent avec les enfants. De plus, Janet et ses jumeaux, les filles de Rachel, les enfants de Mike, et des nouvelles passionnantes, la belle-sœur de Sarah, Lisa, nous rejoint avec ses 3 enfants. Ce sera un Noël merveilleux avec tous les petits. J'ai fait le calcul dans ma tête, 12 enfants. 12. Je suis resté assise dans la bibliothèque, fixant mon téléphone jusqu'à ce que l'écran s'éteigne, puis se rallume,
juste pour être sûr d'avoir bien lu. Le message était le même. Mais quelque chose en moi avait enfin changé. 2 années d'université m'avaient donné une perspective. J'avais regardé ma colocataire Kate rentrer chez elle pour les vacances et revenir avec des histoires de vrais moments en famille, des jeux de société. Des soirées cinéma. De vrais dîners de Noël. La plus grande plainte de mon amie Jessica à propos du retour à la maison était de devoir partager la télécommande de la télévision avec ses frères et sœurs. Pendant ce temps, j'avais passé toutes les vacances de ma vie d'adulte comme nounou non rémunérée. Je n'ai pas répondu au message de maman. À la place, j'ai fait mon sac pour les vacances avec un sentiment inhabituel de calme. Pour la première fois, je ne redoutais pas Noël. Parce que je rentrais à la maison avec un plan. Les jours précédant Noël étaient trompeusement normaux. J'ai aidé maman dans la cuisine, respirant l'odeur familière de ses plats signatures, rôtis, jambon glacé au miel, et sa célèbre tarte aux pommes. J'ai décoré le sapin de Noël, accrochant soigneusement les décorations que j'avais faites à l'école primaire à côté des boules de verre fantaisie que maman réservait pour le devant du sapin. Le jour de Noël est arrivé avec une vague d'activités. Les voitures ont commencé à s'arrêter dans notre allée, l'une après l'autre, chacune apportant plus de chaos que la précédente. Sarah est arrivée la première avec ses garçons, maintenant âgés de 5 et 3 ans, suivie de près par Emma avec Sophie et Max. Puis la belle-sœur de Sarah, Lisa, avec ses 3 enfants, tous de moins de 7 ans. Le reste de la famille a afflué après eux, chaque famille ajoutant plus d'enfants à la foule grandissante. Je regardais depuis le coin du salon alors que le niveau de bruit augmentait progressivement. Sarah s'est dirigée vers moi, son plus jeune en équilibre sur sa hanche, tandis que l'aîné tirait sur sa manche. « Ruby » a-t-elle appelé avec ce ton familier, celui qui signifiait qu'elle était sur le point de me refiler ses enfants. Les garçons ont été si excités de te voir. Ils ont hâte de jouer avec leur tante préférée. Elle les poussait déjà vers moi, comme elle l'avait fait des centaines de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je suis resté sur mes positions et les regardais droit dans les yeux. Non. Ma voix était stable, malgré mon cœur qui battait fort. Je ne surveille pas les enfants aujourd'hui. Je suis ici pour profiter de Noël, comme tout le monde. La pièce n'est pas devenue silencieuse, il y avait trop d'enfants pour ça, mais je pouvais sentir l'onde de choc traverser les adultes. La bouche de Sarah s'est ouverte. Maman s'est figée dans l'embrasure de la porte, une assiette de biscuits à la main. Papa a levé les yeux de son journal, haussant les sourcils. Mais, qui va surveiller tous les enfants? La voix paniquée d'Emma a résonné à travers le salon. Je me suis tourné vers les escaliers. J'ai jeté un coup d'œil en arrière juste assez longtemps pour voir le haussement d'épaules impuissant de maman et les regards déconcertés de tout le monde. Cette vue m'a presque fait rire. On aurait dit que quelqu'un venait de leur annoncer que Noël était annulé. Mes pieds m'ont porté dans les escaliers familiers, devant les photos de famille célébrant les nombreuses réussites de mes sœurs, et dans ma chambre d'enfance. Le léger clic de la porte se fermant derrière moi ressemblait au point final d'une très longue phrase. Je me suis laissé tomber sur mon lit, le même lit simple que j'avais depuis le collège, et j'ai laissé échapper un long souffle. En bas, je pouvais entendre les sons étouffés du chaos, les voix d'adultes montant et descendant. Les enfants pleurant. Le bruit occasionnel de quelque chose tombant ou étant jeté. Peux-tu la croire? Si égoïste. À mon époque. Les fragments de conversation qui filtraient à travers le sol m'ont fait sourire. Laissez-les parler. Laissez-les enfin faire face à la réalité de s'occuper de leurs propres enfants. Mon téléphone a vibré avec un message de Kate. Tu l'as fait? As-tu finalement tenu tête à eux? L'opération Liberté est en cours, ai-je tapé en retour. Je me cache actuellement dans ma chambre pendant qu'ils découvrent comment élever leurs propres enfants. Un coup à ma porte a interrompu mon texto. La voix de maman. Ruby? Elle essayait de paraître inquiète, mais elle était quelque part entre agacée et désespérée. Les enfants te demandent. Je n'ai pas bougé de ma position confortable sur le lit. Je suis occupé, maman. Son soupir était audible à travers la porte, suivi du bruit de ses pas s'éloignant dans le couloir. Je suis retourné à mon téléphone pour rejoindre une discussion de groupe avec mes amis de l'université, qui commentaient en continu leurs propres drames familiaux de Noël. L'oncle de Jessica était encore ivre. La grand-mère de Mike lui demandait quand il allait trouver une fille gentille. Le frère de Kate avait ramené à la maison une petite amie surprise. 2 heures se sont écoulées ainsi, dans une rébellion pacifique. Mon téléphone vibrait constamment avec des messages de soutien d'amis qui m'avaient entendu me plaindre du babysitting forcé pendant les vacances depuis des années. Le chaos en bas a finalement pris un rythme différent, un rythme qui n'incluait pas ma participation. Quand j'ai finalement descendu les escaliers pour dîner, on aurait pu croire que j'étais ressuscité d'entre les morts, à en juger par les expressions de chacun. Tante Janet a laissé tomber sa fourchette. La bouche de ma cousine Rachel est restée ouverte, au milieu d'une phrase.
J'ai balayé la salle à manger du regard, remarquant l'absence flagrante d'Emma. Par la porte du salon, je pouvais la voir essayer d'organiser un jeu avec les enfants. Ses cheveux, habituellement parfaits, s'étaient échappés de son chignon élégant. Une tache d'origine inconnue était apparue sur son pull de fête. Prenant ma place à la table des adultes, une première, j'ai examiné le festin devant moi. Tout était encore chaud. Encore frais. Toujours en attente d'être dégusté. Pas de reste tiède. Pas de portion pour enfants à moi. Je pouvais sentir le poids des regards des approbateurs alors que je remplissais mon assiette. Jambon glacé au miel de maman. Casserole de patates douces de tante Jeannette. Le célèbre plat de haricots verts de ma cousine Rachel. Le cliquetis des couverts ne pouvait pas masquer la tension dans la pièce. J'étais à mi-chemin de savourer mon premier vrai repas de Noël depuis des années, quand Sarah a finalement craqué. Elle m'avait regardé manger avec l'intensité d'un prédateur. Eh bien, on dirait que quelqu'un est devenu un peu trop grande pour ses bottes à l'université, a-t-elle annoncé d'un ton dégoulinant de sarcasme. On dirait qu'elle a oublié les devoirs de sœur. J'ai pris mon temps avec ma cuillerée de purée de pommes de terre, léchant délibérément la cuillère avant de répondre. La nourriture était vraiment excellente quand on pouvait la manger fraîche. Ce qui est drôle avec les devoirs de sœur, ai-je répondu, en gardant ma voix égale et calme, c'est que je ne me souviens pas avoir vu de babysitter gratuite dans aucun manuel de la sororité. J'ai pris une nouvelle bouchée de haricots verts avant d'ajouter, peut-être pourrais-tu me montrer ce chapitre, juste après la partie où les parents sont censés surveiller leurs propres enfants. Les halètements autour de la table auraient été comiques s'ils n'avaient pas été si sincères. Tante Jeannette serrait réellement ses perles. Je ne savais pas que les gens faisaient encore ça en dehors des films. Ma cousine Rachel était soudainement très intéressée par ces haricots verts. L'oncle Mike semblait essayer de disparaître dans son pain. Maman et papa ont échangé ce regard spécial, celui qui signifiait qu'ils étaient déçus mais ne voulaient pas faire de scène. La fourchette de papa était figée à mi-chemin de sa bouche. Le sourire de maman s'était crispé autour des bords. Mais au lieu du sermon que j'attendais, maman s'est éclaircie la gorge et a demandé à l'oncle Mike des nouvelles de son nouveau travail. La conversation a repris vie, en bégayant. Bien que tout le monde n'arrêtait pas de me lancer des regards, comme s'il s'attendait à ce que je pousse une deuxième tête. J'ai juste continué à manger, savourant chaque bouchée de nourriture qui n'avait pas été triturée par de petites mains ou refroidie pendant que je changeais des couches. Environ 20 minutes après le début du dîner, Emma est apparue dans l'embrasure de la porte. Elle avait l'air d'avoir traversé une guerre. Son pull de Noël arborait maintenant ce qui ressemblait à des taches de jus, en plus de la substance inconnue précédente. Ses cheveux avaient complètement échappé à son chignon. « Sarah » a-t-elle appelé, sa voix avec une pointe de désespoir. « Pourrais-tu » Sarah m'a lancé un dernier regard cinglant avant de se retirer de la table. Les sœurs ont échangé leur place. Emma s'est pratiquement effondrée sur la chaise vacante. Elle avait l'air épuisée, le genre de fatigue profonde que je ressentais à chaque fête depuis des années. Elle a rempli son assiette machinalement, mais elle n'a pas pu résister à me lancer un regard noir entre deux bouchées. J'ai croisé son regard et haussé les épaules. Puis, je suis retourné savourer mon dîner. Après avoir terminé mon repas, y compris 2 parts de tarte aux pommes de maman, un luxe dont je n'avais jamais pu profiter auparavant, je me suis discrètement excusé de la table. Personne n'a protesté. Personne ne m'a demandé d'aider à nettoyer. Personne n'a exigé que je prenne le relais avec les enfants. La lumière du matin filtrait à travers les fenêtres du salon alors que je descendais, encore sous le charme de ma paisible soirée de Noël. Ce sentiment s'est évaporé au moment où je les ai vus. Maman. Papa. Sarah. Emma. Assis dans une formation d'embuscade évidente. Sarah n'a pas perdu de temps. Quel genre de performance était-ce, hier, a-t-elle attaqué, sa voix assez forte pour couper du verre. Nous faire passer pour de mauvais parents devant tout le monde? Je me suis affalé dans un fauteuil, étonnamment calme. Tu veux dire, vouloir profiter de Noël comme tout le monde? J'ai croisé les bras. Je suis juste fatigué d'être la babysitter non payée et non appréciée, pendant que tout le monde a de vraies vacances. Mais tu ne t'es jamais plainte avant, a protesté maman, les sourcils froncés de confusion. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Je ne me suis jamais plainte? J'ai secoué la tête. Je me plains depuis des années, maman. Mais c'était trop pratique de m'ignorer. Trop facile de continuer à exploiter la bonne petite sœur qui ne fait jamais de vagues. Tout le monde a commencé à parler en même temps, leur voix se chevauchant dans un chœur d'accusation et de rappel du devoir familial. Papa n'arrêtait pas de mentionner tout ce qu'ils avaient fait pour moi au fil des ans. Maman a rappelé à quel point ils nous avaient bien élevés, mes sœurs et moi. Sarah et Emma alternaient entre culpabilisation et attaque directe. Je les ai laissés s'essouffler avant de reprendre la parole. Ce ne sont pas mes enfants. J'ai parlé doucement, mais fermement. Je ne les ai pas mis au monde.
Je n'ai pas décidé de les avoir. Ils sont de votre responsabilité, pas de la mienne. Surtout pendant les vacances, quand je suis censé me détendre aussi. C'est là que Sarah a joué sa carte maîtresse. Elle s'est levée, le visage rouge de colère. Eh bien, il est peut-être temps que quelqu'un te donne une leçon de gratitude, a-t-elle craché. Voyons comment tu te débrouilles sans que papa et maman ne paient tes frais de scolarité. La salle est devenue silencieuse. J'ai vu papa et maman échanger des regards incertains, clairement pris au dépourvu par la suggestion. Mais au lieu de la panique que Sarah espérait voir sur mon visage, j'ai ressenti un étrange soulagement. Enfin, toutes les cartes étaient sur la table. Je me suis levé lentement. En fait, Sarah, ai-je dit, un sourire en coin, grand-mère payait mes frais de scolarité, avec le fonds d'éducation de grand-père. Les yeux de Sarah se sont élargis. Tu sais, celui qui l'a créé pour toutes ces petites filles. J'ai marqué une pause, appréciant l'impact de mes mots. Le même fonds qui t'a aidé à faire tes études d'infirmière. Celui qui a permis à Emma d'étudier le commerce. Sarah a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Et même si ce n'était pas le cas, ai-je ajouté, j'ai une bourse partielle. Et contrairement à certaines personnes, je n'ai pas peur de travailler pour subvenir à mes besoins. Sans attendre leur réponse, je suis monté à l'étage. Il m'a fallu moins de 10 minutes pour faire mon sac. J'étais devenu bonne à voyager léger au fil des ans. En redescendant, papa et maman ont commencé à m'appeler, leur voix un mélange de colère et de panique. Mais j'avais fini de parler. Je suis sorti par la porte d'entrée, la laissant se refermer derrière moi sur leurs protestations et leurs récriminations. L'air hivernal me mordait les joues, mais je ne l'ai presque pas senti. Le trajet de retour vers le campus était étrangement paisible. À chaque kilomètre qui me séparait de la maison, je me sentais plus légère. J'ai systématiquement bloqué leurs numéros. Maman. Papa. Sarah. Emma. Chaque appui sur l'écran de mon téléphone me donnait l'impression de briser un autre maillon d'une chaîne dont je n'avais même pas réalisé qu'elle me pesait. Ma chambre d'étudiant m'a accueilli avec sa simplicité bénie. Pas de jouets éparpillés sur le sol. Pas d'empreintes digitales collantes sur les fenêtres. Pas de bruit de fond constant d'enfants exigeant de l'attention. Juste mes livres, mon ordinateur portable, et mes propres pensées. Janvier s'est écoulé dans un flou de nouveaux cours et de week-ends tranquilles. Février a apporté de la neige, et une absence bénie de drames familiaux. Je me suis jeté dans mes études. J'ai fait des projets avec des amis. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression de vivre ma propre vie, au lieu d'exister en marge de celle des autres. Puis, un samedi matin froid de fin février, je les ai vus. Maman. Papa. Emma. Debout sur le parking de mon campus, l'air incertain et déplacé parmi les étudiants qui allaient et venaient. Mon premier réflexe a été de faire semblant de ne pas être là. Mais quelque chose dans leur langage corporel m'a fait hésiter. Ils avaient l'air différents. Plus petits, en quelque sorte. Moins comme des figures d'autorité. Plus comme des gens qui avaient conduit 4 heures pour essayer de réparer une erreur. Je suis allé les rencontrer dans le hall. Emma a parlé en premier. On peut t'offrir un café ? Elle avait l'air nerveuse. On aimerait parler. Le café du campus était calme ce matin-là. Nous étions assis à une table d'angle, la vapeur s'élevant de nos tasses. Le silence était lourd de mots non prononcés. Maman a été la première à le rompre. Nous avons beaucoup réfléchi. Ses doigts traçaient nerveusement le bord de sa tasse. Après ton départ, eh bien, nous avons eu de longues conversations. En famille. De très longues conversations. Emma a hoché la tête. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Ruby, on avait tort. J'ai haussé un sourcil, attendant la suite. Nous avons profité de toi pendant des années, a-t-elle admis. Et on a appelé ça un devoir familial ou pour se sentir mieux. Papa s'est éclairci la gorge. On n'avait pas réalisé, ou peut-être qu'on ne voulait pas réaliser, à quel point c'était injuste. Il a marqué une pause. Tu méritais tes propres vacances. Ton propre temps. Il a pris une gorgée de café avant d'ajouter, tu mérites d'être traité comme une adulte, pas comme la babysitter de la famille. Je les ai laissés parler, prenant mon temps pour absorber leurs mots. Puis j'ai demandé, calmement, et Sarah. Emma a soupiré. Sarah, c'est Sarah. Elle a fait tourner sa cuillère dans son café. Elle a du mal à admettre qu'elle a tort. Mais nous, on veut faire mieux. Maman a hoché la tête. Les choses seront différentes maintenant. Elle m'a regardé, les yeux pleins de sincérité. Plus jamais on ne te forcera à garder les enfants. Elle a pris une inspiration. Plus jamais on ne s'attendra à ce que tu sacrifies tes vacances. Papa a ajouté, on veut que tu rentres à la maison parce que tu en as envie, pas parce qu'on a besoin de toi pour garder les enfants. Je les ai observés longuement. J'ai cherché le moindre signe d'hypocrisie,
la moindre trace d'une manipulation déguisée. Mais ce que j'ai vu, c'était du regret. De la prise de conscience. Un vrai effort pour changer. J'ai pris une longue gorgée de mon café. Puis j'ai hoché la tête. Ok. Je vous crois. Ce soir-là, après leur départ, j'ai débloqué leur numéro. Quelques minutes plus tard, j'ai reçu un SMS d'Emma. Tu me manques, petite sœur. Pour de vrai. Les mois suivants ont apporté une nouvelle normalité. Je suis rentré certains week-ends, et c'était vraiment agréable. Quand Emma amenait ses enfants, elle les gardait elle-même, ou engageait une babysitter. Maman a arrêté d'essayer d'orchestrer des moments de complicité familiale forcés, qui se terminaient toujours par moi en charge d'une meute d'enfants. Sarah et moi. Nous ne nous sommes toujours pas parlé. Parfois, je la vois publier sur les réseaux sociaux, des photos de ces garçons qui grandissent si vite. Une partie de moi espère que, un jour, elle réalisera ce qu'elle a fait de mal. Qu'elle me contactera en premier. Mais jusqu'à ce jour-là, je suis en paix avec la distance.